On part avec quoi quand on doit s'enfuir de son pays? Avec rien. On était persuadés que ça va se terminer vite, car ce n'est pas possible au XXIe siècle, la guerre d'une telle grandeur. Quand tu as une fille à la maison et quand tu imagines un petit peu ce qui peut se passer, quand si jamais les soldats arrivent dans un village ou dans une ville, à mon avis, t'as pas trop de choix. Elle vous manque, l'Ukraine? Oui, bien sûr. Nadia, bonjour. Bonjour. Vous avez 22 ans, vous réalisez actuellement à Besançon une licence de droit. Et le 8 mars 2022, on peut dire que votre vie a démarré un nouveau chapitre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là? Oui, c'est exactement ça. Ma vie a pris un nouveau chapitre. Et le 8 mars 2022, je suis arrivée en France à cause de la guerre qui a commencé le 24 février 2022 en Ukraine. Vous vous appelez Nadia Verbitska, C'est vous ça. êtes ukrainienne. Oui, c'est ça. C'est quoi une enfance en Ukraine? Vous êtes près de Kiev, un petit village qui s'appelle Glevara. Oui, c'est bien C'est ça. quoi la vie d'une jeune fille ukrainienne dans les années 2010-2020? Ce serait compliqué à répondre à cette question car je n'ai jamais pensé à ça. Mais si je remonte le temps, je dirais que j'étais un enfant heureux. J'ai eu beaucoup d'amis. Ma famille était tout le temps à côté de moi. On était tout le temps proches avec tous mes cousins, toutes mes cousines. Donc, Vous faisiez des études de droit, hein, c'est ça? Vous étiez en master là-bas? non, en Ukraine, je faisais la licence des sciences humaines. Sciences sociales. Sciences sociales humaines, oui. Et j'ai fini ma licence en Ukraine et j'ai repris les études en France. Pour revenir un petit peu sur votre vie, vous viviez donc à Glevara, un petit village à proximité de Kiev. Vous avez une maman qui s'appelle Natalia, une mamie, une grand-mère qui s'appelle Valentina. Oui. Et puis il y a un oncle, Valentin. Oui. C'est le frère de votre maman et c'était une vie à 4 là-bas. Oui, c'est bien ça. Ma famille, on était à 4. Mon tonton était tout le temps presque avec nous car il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, donc il était presque tout le temps avec nous. Donc, Votre maman juriste. Oui. Vous faisiez partie de la classe moyenne un petit peu ukrainienne. Oui, on vivait bien, oui. Le 24 février, c'est un jour forcément spécial pour vous. Je crois savoir que vous aviez un examen de santé à passer, c'est ça ce jour-là? Oui, c'est ça. C'était un examen médical, un rendez-vous médical que je devais aller faire, mais les circonstances ont changé et la vie a changé. Que vous avez vu apparaître quoi? Des notifications? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Vous avez entendu déjà les bombardements ou... Oui, on a entendu les explosions. Donc on s'est réveillé à 5h du matin, comme c'était prévu, pour se préparer un petit peu pour aller faire le rendez-vous. Et on s'est réveillé déjà avec les explosions, on l'a entendu à côté de nous, on comprenait pas ce qui s'est passé. Et donc j'ai ouvert les nouvelles, si vous connaissez Telegram, avec les chaînes des nouvelles. Et j'ai regardé un petit peu ce qui se passe et il y avait qu'une seule chaîne qui nous parlait que dans cette ville-là, il y a des explosions. Et donc je voyais que vers moi, il y a des explosions. Et j'ai dit que apparemment, il y a la guerre qui a commencé. Et ça, c'était inimaginable pour vous? Non, je ne croyais pas. Même ces jours-là, avant le 23 février, le 22, quand il y avait le monde qui parlait que oui, il y aura la guerre qui doit commencer, je n'y croyais pas. Et même à la veille, j'ai demandé à ma mère, est-ce que tu crois que la guerre va commencer? Elle m'a dit, non, dors tranquille, je crois pas. Et on s'est endormi et on s'est réveillé avec la guerre. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'importance de la Russie autour de l'Ukraine. Même si vous êtes indépendant depuis des années, il y a toujours eu quand même à proximité la Russie dans votre vie un petit peu. Oui, bien sûr, parce que on le sentait pas et à mon avis on le comprenait pas avant la guerre, mais la Russie était tout le temps à côté de nous avec des choses simples, avec la musique, dans les films, dans les séries. Dans la télé, on regardait, on se posait pas de questions parce qu'on pensait pas que c'est difficile. Et si on regarde même, il y a une grande partie de l'Ukraine qui parle russe depuis la naissance et historiquement c'est comme ça. Mais vraiment, on pensait pas de questions qu'il y a un problème. Et vous, encore plus, à Kiev, vous vous sentiez, j'imagine,
libre, tranquille, quoi. Oui, bien sûr. Déjà, en partant du moment que la guerre a commencé en 2014. Et la guerre a continué. Vous parlez du Donbass. Oui. La guerre était déjà présente dans notre vie. Quand j'étais encore à l'école, je faisais partie je chantais pas pour la guerre, mais je chantais pour les soldats qui faisaient la guerre. On faisait un peu les concerts pour l'hommage, etc. Donc la guerre était déjà présente, mais on la sentait pas. On la sentait pas tant que telle. Et vraiment, quand je dis ça, en ce moment-là, c'est dur à dire qu'on était à côté de ces gens-là qui ont connu la guerre. On était dans un même pays, mais on ne comprenait pas ce qu'ils ressentent. Quand on en a parlé un petit peu pour préparer cette interview, vous m'avez dit que vous étiez à l'époque peut-être pas assez intelligent pour comprendre ce qui se passait. Oui, c'est ça. On réfléchissait pas, à mon avis, comme il fallait. On faisait pas de réflexion. Pourquoi la Russie, elle est tellement dans notre vie et dans nos vies des Ukrainiens, on se posait pas cette question. Alors les premiers jours passent, après les attaques du 24 février, et vous dites, non mais de toute façon ça va pas durer en fait. Oui, on s'est dit, déjà on regardait les nouvelles et on s'est dit, le monde va sûrement répondre à tout ce qui se passe, va sûrement réagir et réagir d'une façon stricte, donc ça va s'arrêter et vite. Et même quand peut-être je précipite des choses, mais quand on a reçu l'invitation de venir en France, on s'est dit, et ma mère a dit non, bon, on va rester parce que ça va vite terminer. Et on s'est dit, on va aller boire un petit café vers la Tour Eiffel quand ça va terminer. Oui, parce que pour expliquer, en fait, on va en revenir à plus tard, mais effectivement, c'était une amie d'enfance de votre maman qui s'appelle Daria et qui vivait en France depuis des décennies et qui a contacté votre maman en lui disant, viens, fuyez l'Ukraine. Et vous avez pensé au début que non, ça ne servait à rien. Oui, parce qu'on était persuadés que ça va se terminer vite. Car ce n'est pas possible, au XXIe siècle, la guerre d'une telle grandeur. Et donc les jours passent. Oui. Et les bombardements se rapprochent. Les bombardements étaient à côté de nous, car on vivait vers un aérodrome de ville qui s'appelait Vassilkiv. Et bien sûr, c'était un but stratégique, un but militaire, de bombarder tout ce qui est à côté, la ville aussi. Et on entendait clairement tout ce qui se passe à côté. On savait que peut-être il y aura des soldats russes qui vont venir s'atterrir dans cet aérodrome. Donc c'était déjà dangereux et difficile pour nous d'avoir cette information. Je crois que votre maman, elle a eu peur, elle a pensé à vous, forcément. Oui, quand tu as une fille à la maison et quand tu imagines un petit peu ce qui peut se passer, quand si jamais les soldats arrivent dans un village ou dans une ville, à mon avis, t'as pas trop de choix. Qu'on comprenne bien, les jours qui suivent le 24 février, c'est quoi votre vie ? Vous passez votre temps uniquement à regarder les informations ? Vous êtes cachés ? Oui, on était cachés. On descendait dans la cave qui était... Il y a presque tous les Ukrainiens qui ont une cave pour mettre un petit peu la nourriture, tout ça. Donc on descendait dans la cave la nuit plutôt parce que c'était en ce moment-là que t'as peur. Donc on descendait, la journée passe en regardant les nouvelles. On était avec notre famille aussi, avec les cousins de ma mère qui venaient. Comme ça, on se sentait mieux tous. Mais la nuit, ils rentraient chez eux car c'était le couvre-feu. Ils n'avaient pas le droit de rester chez nous. Donc la nuit, c'était le pire moment, à mon avis. Mais voilà, c'était comme ça. Et au bout de quelques jours seulement, votre maman vous dit... Il faut partir ? Oui, à mon avis, on est resté 5-6 jours et on a pris la décision que quand même il faut... Alors, du coup, si je comprends bien, votre oncle Valentin, lui, il devait rester parce que c'était un homme, c'est ça ? Oui, il a l'obligation de ne pas quitter le pays, il doit rester dans le cas si jamais il doit être appelé à la guerre. Et votre mamie, votre grand-mère, Valentina, qui a 64 ans, elle a dit « Je veux rester avec mon fils ». Oui. Elle a dit absolument la même phrase. Elle a dit je ne peux pas partir sans lui. Bien sûr, il disait oui, vous êtes 3 femmes, vous devez partir. Moi, je reste ici. Mais elle a clairement dit non, je ne partirai pas parce que vaut mieux qu'on se sépare
2 par 2, et on reste comme ça parce que. Et donc là, Daria qui est avec une association, l'association UCRED, Oui. elle vous explique que l'important pour vous, c'est d'être véhiculé jusqu'à la proximité de la frontière polonaise. Oui. Et là, Daria vous récupérera pour vous sortir, c'est ça? Oui, c'est ça. On part avec quoi quand on doit s'enfuir de son pays? Avec rien. Franchement, on a eu juste nos documents les plus importants, les passeports, tout ça. J'ai eu mon ordinateur, car je travaillais en distanciel, donc j'avais mon ordinateur avec moi. On n'avait même pas de vêtements, on était habillés ce qu'on avait. Et Daria nous a dit, il n'y a aucun problème, vous venez, vous arrivez, on va trouver quelque chose. Et donc, on n'avait vraiment rien. On a eu un petit sac, comme pour aller dans l'avion, un petit sac où tu mets que tes documents, quelques médicaments. Vous revoyez ce moment où, avec votre maman, vous dites au revoir à votre grand-mère et à votre oncle Oui. C'est le moment, à mon avis, le plus difficile que j'ai vécu, en vrai. Parce que on ne savait pas est-ce qu'on va se revoir encore. C'est ça qui était dur. Là, si jamais je pars, et j'étais déjà en Ukraine l'année dernière, je sais que je peux y retourner. Bien sûr, avec la situation, on ne peut rien garantir. Mais je n'ai pas ce sentiment qu'on ne se reverra jamais. Alors qu'en ce moment-là, quand on partait, j'ai eu ce sentiment que peut-être on ne se verra plus. Et les premières heures en voiture doivent être stressantes, j'imagine. Oui, en plus on est parti la nuit. La nuit, il y a le couvre-feu, donc on voit rien. Il y a plus d'éclair, il y a plus de lumière, il y a rien. Il y a des soldats qui arrêtent des fois les voitures pour demander où vous allez, pour regarder ce qui se passe dans la voiture, pour demander nos passeports, etc. Donc c'est déjà stressant, ça t'angoisse de plus. Et tu ne sais pas où tu vas, tu te poses pas de questions, mais tu vas quelque part. Vous avez un souvenir qui vous reste de cette nuit-là, une image, quelque chose qui vous a marqué, hormis donc les au revoir avec votre mamie et votre oncle? Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, une image que vous gardez en tête? À mon avis, cette image, c'est ma mère qui s'inquiète, qui regarde sa montre, qui lui montre tout le temps, vous savez, sur Apple Watch, t'as un peu l'activité, etc. Et vu qu'elle avait le cœur qui battait tellement fort que ça lui montrait tout le temps, oui, vous faites l'activité du sport, vous faites du sport, vous faites du sport. Alors qu'elle était en voiture? Alors qu'elle était en voiture. On était juste, mais elle s'inquiétait tellement qu'elle regardait tout le temps cette montre, et c'est ça qui me... Alors donc le 8 mars, vous franchissez la frontière polonaise et vous arrivez à Besançon. Oui, on arrive à Besançon, c'était avec l'association Les Convois Solidaires, c'était pas avec le CRED encore. Mais oui, on est arrivé avec le convoi humanitaire qui ont amené l'aide humanitaire à la ligne frontière. Donc on était déjà avec les Français, avec les infirmières. Donc, quand vous avez franchi la frontière avec la Pologne, est-ce que vous vous êtes dit, ça y est, je suis tranquille? Oui, je crois que oui. Même en étant déjà dans la partie... en étant à Lviv, c'est la partie vers la Pologne, la ville vers la Pologne, on se sentait mieux qu'à Kiev parce que c'était moins dangereux. Le 10 mars, vous êtes à la préfecture d'Où et vous faites des papiers. Oui, on fait les papiers, on fait l'autorisation de la protection temporaire qui était autorisée à faire, donc... Il s'est passé pas beaucoup de jours, en fait, depuis le 24 février, mais voilà. Non, il y a 2 semaines qui sont passées. Donc. Et donc là commence une nouvelle vie, alors? Oui. Dès le moment qu'on est arrivé. Déjà, on arrive chez Daria. On n'était pas la seule famille qui est arrivée. On était 3 familles. On était 17 avec la famille de Daria chez Daria. Donc, c'était déjà... On était beaucoup... Et on ne savait pas comment vivre ensemble, mais on a quand même vécu des bons moments tous. Vous avez eu un bel exemple de ce que c'est la solidarité quand même entre... alors c'est une amie d'enfance, forcément de votre maman, mais il y a des Français qui se sont beaucoup mobilisés en fait avec les convois solidaires, l'association UCRED. Il y a eu un vrai élan de générosité à cette époque. Oui, bien sûr, ça, il y a rien à dire. Je me souviens quand on est arrivé, c'était encore l'ancien entrepôt des convois solidaires. Je me souviens plus de l'adresse. C'est plutôt vers les Sépergos. De ce côté-là de Besançon, dans Besançon, oui. Et je me souviens
le nombre de Français qui étaient là-bas, des bénévoles qui sont venus. Et on a eu même le petit cadeau, ils nous ont offert la rose en couleur bleue et jaune, enfin, de drapeau ukrainien. Et ça nous chauffait le cœur, car on voyait directement ce nombre de gens qui venaient nous soutenir. Et même quand on était encore en Pologne, il y avait déjà des Français qui sont venus avec le convoi humanitaire. Il y avait des infirmières, et je me souviens clairement, la question qu'elle m'a demandé, est-ce que tu as bien dormi? Et c'est la question que tu te poses pas clairement, enfin, que tu te poses pas forcément, mais je lui ai répondu, bah non, parce que ces jours-là, on n'a presque jamais dormi. Alors très vite, il y a des anciennes professeurs retraitées qui vous apprennent le français. Oui, c'est Daria qui a eu le contact de ces gens qui sont venus chez nous dès le premier mois. Car on était beaucoup, on parlait pas du tout le monde, donc il fallait qu'on apprenne quelques mots, quelques phrases à dire. Donc ils sont venus chez nous, absolument avec toute la gentillesse qu'ils ont eue pour nous donner les cours, absolument avec juste leur envie. Et on a travaillé avec eux pendant 1 an. Et vous, de l'autre côté, vous vous dites, bon, il faut continuer les études, en fait. Oui, déjà, je continuais mes études à Kiev, en distanciel, parce que l'université a dit clairement que oui, bien sûr, on comprend que le nombre d'étudiants qui sont partis, ils veulent continuer ces études, donc ça posait pas de problème. Mais ça, on n'imagine pas, c'est-à-dire qu'il y avait un professeur à Kiev qui faisait cours dans un amphithéâtre, et beaucoup de gens étaient en visioconférence, c'est ça? Oui, ou des fois, il y avait... En fait, des jeunes qui avaient fui, comme vous, j'imagine. Oui, bien sûr. Et il y avait même les professeurs qui n'étaient pas à Kiev aussi. Parce qu'ils sont pas, enfin, on n'était pas tous de Kiev, mais je veux dire de l'Ukraine. Il y avait les professeurs qui sont partis aussi avec la guerre, qui sont fuis. Donc, il y a une de mes professeurs qui était à Londres. Elle faisait ses cours depuis Londres. Moi, j'étais en France. Il y a mes amis qui étaient en Allemagne. Donc, là, on était tous dans les différents côtés du monde. J'ai fini ma licence en Ukraine. Je voulais continuer ma 4e année, parce qu'en Ukraine, on a 4 ans de licence. Donc, je voulais continuer ma 4e année en France, mais je me suis renseignée et j'ai compris que ce sera beaucoup plus difficile. Il faudra rattraper les différences entre les matières, etc. Donc, j'ai décidé de suivre quand même ma licence à Kiev, donc de la faire en distanciel, et de terminer de tout bien faire, et de répartir ou bien avec le master, ou bien avec une nouvelle licence. Nadia, vous savez ce que doivent se dire les gens qui vous écoutent, là? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'elle a fait pour apprendre à parler aussi bien français en même pas 2 ans? J'étais obligée, je dirais. Parce que franchement, quand tu te retrouves... déjà, on ne parlait pas beaucoup ukrainien qu'à la maison. Partout, à côté de moi, il n'y a que des Français. Donc, je suis obligée de parler. Et c'est même par le respect du pays où je me retrouve, par le respect des gens qui sont à côté de moi, qui sont en face, qui veulent me demander quelque chose. Et même moi, j'aime parler. Ça se voit peut-être avec mes questions. Mais j'aimerais être moi-même, mais en France. Alors donc, l'astuce, on va la donner pour apprendre à une langue. En fait, il faut juste regarder des séries américaines, c'est sûr. Comme How to Get Away with Murder, par exemple. Oui. Et vous la regardez en version française. Oui. Avec les sous-titrés ukrainiens. Et ça marche bien, ça. Oui, les séries, franchement, ça marche bien. Juste, faut jamais se dire, je vais traduire ce qui se passe. Non, faut regarder. Et au bout d'un moment, c'est vrai, je me disais, même au tout début, non, mais c'est pas possible. Comment ça, au bout d'un moment, je comprendrais? Ben si, en fait, ça vient, mais avec le temps. Faut se donner le temps. Et Downton Abbey, en français, c'est sympa. Oh, oui, c'est incroyable. Vous m'avez même parlé de la série 911. Oui. C'est une série policière que vous regardez pour vous habituer aux termes juridiques et de sécurité. Oui, de sécurité, parce que c'était intéressant, tout ce qui se passe, les termes spécifiques un peu. Je voulais avoir le vocabulaire, donc je me suis dit pourquoi pas. Bon, la France, vous connaissiez un petit peu, parce que je crois que votre mamie, elle aimait beaucoup un chanteur. Oui, Jodassin, oui, mamie, c'était les chansons de son époque, donc elle aimait trop. Et même quand je suis arrivée à Kiev l'année dernière, et quand elle a compris, elle savait déjà que je parle français, elle m'a demandé, est-ce que tu peux me traduire? Oui, je suis revenue l'année dernière pour récupérer mon diplôme. Alors je vous coupe, mais ça fait quoi de revoir sa mamie en vrai? J'étais très heureuse de la voir, de voir ma famille, de voir tout le monde, de mes amis, ma famille. Mais d'un coup, j'ai eu envie de pleurer, mais après, je me suis dit non, faut pas que je pleure parce que je pleurais quand je partais. Donc là, il faut que je sois quand même contente de les revoir.
Et oui, forcément, si on revient sur la question De Jodassin. de Jodassin, elle m'a demandé, est-ce que tu peux me traduire, s'il te plaît, ce que ça veut dire, cette chanson? J'aimerais trop savoir ce qu'il chante, parce que, enfin, il a jamais pensé de ça. Et vous avez dû goûter des pains au chocolat, alors, comme dans la chanson Les petits pains au chocolat, vous la connaissez, cette fille de Jodassin? Oui, Comment je les la matins connais, l'achetait, mais oui. Je la connais forcément, mais la chanson qu'elle m'a demandé, c'était À toi. Champs-Élysées. Non, c'était À toi. À toi? Oui. C'est une chanson d'amour? Oui, bien Ah oui. sûr. Et vous lui avez traduite à votre mamie? Oui. Elle a pleuré, elle a dit, je pensais jamais qu'elle parle de ça dans cette chanson. Mais elle aime aussi Charles Aznavour. Je crois que vous avez écouté aussi du Charles Aznavour. Oui, on connaissait en Ukraine, mais forcément, quand je suis arrivée en France, j'ai entendu beaucoup plus les chansons. Alors Charles Aznavour, mais maintenant c'est du rap un peu. Bah, c'est tout ce qu'il y a dans le top 50 français. C'est toutes les chansons qui sont un petit peu avec les gens avec qui je suis à la fac. Bien sûr que j'ai envie d'être avec eux, de comprendre ce qui se passe à côté de moi. Vous me conseillez un chanteur français alors? Oh là. Si jamais, je vous conseille, je sais pas, Gazo. Gazo, avec le rappeur? les chansons. Oui. C'est bien pour apprendre le français, ça. Oui, ah bah ça. Peut-être il n'y a pas toutes les chansons que je connais bien, mais il y a quelques-unes. Bon, qu'est-ce que vous kiffez le plus en France? Je Comprenez crois... kiffer. Oui. Je dirais l'apéro, mais plutôt dans le terme et dans le moment convivial qu'on passe avec nos amis, avec la famille, que on a ce moment dans la journée où on s'arrête, on repose, on pose tous nos problèmes, notre travail, tout de côté, et on est là, on discute, on rigole, et on passe vraiment un bon moment. Mais vous faisiez pas ça à Kiev? Ça n'existe pas, l'apéritif, ce côté un moment où tout le monde discute et... Je dirais pas qu'il y a vraiment un moment avant qu'on mange, qu'on s'assoit tous, voilà, comme ça, on prend un petit coup à boire, on sert des petits trucs et puis on se sent bien. Ça vous a marqué un peu, ce côté français un peu tranquille? Oui, voilà, c'est cette... oui, c'est cette tranquillité et la question qu'on peut juste se reposer et être bien, le bien-être. Alors, le bien-être, j'imagine qu'il est quand même difficile de se dire que le pays est toujours en guerre. Comment est-ce que vous voyez les prochains mois entre l'Ukraine et la Russie C'est difficile à dire car il y a beaucoup de choses qui changent en même moment. Alors, vous voyez le président qui va voir les différents pays, les différents présidents pour parler, pour leur donner un peu les accords sur les accords de paix. On va pas dire les accords entre l'Ukraine et la Russie, mais les grands principes de la paix. Et j'en sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer avec les élections de Donald Trump. Ça aussi, ça peut influencer la situation politique mondiale, pas qu'en Ukraine. Donc, Volodymyr Zelensky, c'est quelqu'un d'important, j'imagine. Oui, bien sûr. C'est une figure qui tient encore cette guerre. Enfin, je ne vais pas dire en mode qu'il continue la guerre. Je veux dire qu'il tient le monde sur l'intention pour cette guerre. Il y a un petit bracelet jaune et bleu à votre poignet. Le drapeau ukrainien, c'est quelque chose qui est, j'imagine, important. Oui. Qui chauffe le cœur. Et même la dernière fois, quand on avait la possibilité de chanter à Besançon le 24 août pour l'indépendance de l'Ukraine. Le jour de l'indépendance. Le jour de l'indépendance, oui, on a chanté à Besançon. Et il y avait un moment quand il s'est mis à pleuvoir et on ne devait pas mouiller le microphone. Et on a caché la dame qui chantait avec le drapeau. Et c'était pour moi un symbole de cette protection, de notre drapeau, qui sont à la guerre aussi avec le soldat, car des fois ils se cachent avec le drapeau. Et on connaît toute cette situation-là, quand les gens ils étaient à Kherson par exemple, quand des gens ils cachaient ces drapeaux parce qu'ils ne voulaient pas que les soldats russes les voient. Donc le drapeau, forcément, c'est un symbole énorme pour nous. Elle vous manque, l'Ukraine? Oui, bien sûr. Elle vous manque et en même temps, votre vie, vous la sentez un petit peu, chaque jour un peu plus ici, maintenant? Oui, parce que, comme je disais, et comme je dis tout le temps, tu te changes au fil du temps, tu t'habitues à tout ce qui se passe en France et tu ne penses même pas comme t'as pensé avant. Donc, forcément, j'aime mon pays et je veux y retourner et je pourrais y retourner dès que la guerre sera finie.
je veux dire, aller visiter et voir ma famille, mes amis. Mais bien sûr, je me vois ici, ça fait 3 ans quand même que je suis là. Est-ce que votre famille ukrainienne, elle comprend ça? Oui, déjà oui. C'était dur au début, on voyait clairement que ça n'était pas simple, par exemple, pour ma mamie d'accepter que peut-être un jour, dès que la guerre sera finie, je ne reviendrai plus. Parce que je vais construire ma vie ici. Mais je lui dis, mais tu dois comprendre aussi que la guerre fait ce choix-là que m'a donné même. Ce choix que je dois accepter. Et j'ai le plaisir de l'accepter en étant aujourd'hui ici. Donc je dois le continuer, je dois continuer ma mission. Donc vous découvrez la Franche-Comté, la France, oui. Avec, j'imagine, toujours des moments, j'imagine que c'est quand même un peu bizarre, peut-être quand vous entendez des bruits d'avion ou il y a des... Oui, bien sûr, parce que vu qu'on a l'aérodrome à côté de Besançon, et il y avait des fois quand les avions passaient, au tout début quand on est arrivé, c'était vraiment trop compliqué qu'on entendait le bruit. On avait trop peur, à chaque fois on se regardait avec maman, des fois moi j'ai pleuré. Et des fois aussi, il y a maman qui m'appelle, qui me dit oui, moi je suis au travail, j'ai entendu le bruit d'avion, ça m'a perturbé, ça m'a fait trop peur, donc ça part pas. Le tonnerre aussi? Le tonnerre, moins, parce que tu comprends ce qui se passe. Quand il y a un avion qui passe, oui, bien sûr, tu sais que c'est l'avion français qui est là pour nous protéger, plus ou moins, mais quand même. Vous voyez où, Nadia, dans 10 ans? Ce sera quoi la vie de Nadia dans 10 ans? J'espère cette vie sera en lien avec mes études que je fais, avec le droit. Ce sera peut-être le métier d'avocat, si jamais j'arrive à le faire, et j'aimerais bien le faire. En droit international, en quoi, du coup Non, ce ne serait pas droit international, mais ce sera droit des libertés publiques. Ouais. Donc c'est plutôt droit public qui sera, ça m'intéresse vraiment. Et je me suis très intéressée au droit constitutionnel français, donc j'ai choisi plutôt ce côté. Alors que oui, je pouvais travailler en droit international, en lien avec l'Ukraine, mais voilà. Est-ce que votre mamie, elle va venir en France ou pas alors? Bon, on lui pose cette question, on lui demande quand est-ce que tu viens, mais à mon avis, elle a peur de venir pour l'instant quand il y a la guerre, car elle ne sait pas si jamais elle pourra... si jamais elle peut revenir en Ukraine, car elle a encore son travail là-bas et elles sont responsables de rester. Elle aimerait bien venir, mais quand la guerre sera finie. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur ce qu'on s'est dit sur la suite du conflit. Est-ce que vous êtes optimiste? Oui, quand même, bien sûr. On attend la fin. On attend un jour qu'on se réveille et quand on voit des nouvelles, la même chose. Quand on s'est réveillé le matin et on a vu qu'il y a la guerre, ben, j'espère que ce sera pareil, hein, qu'on se réveillera et on nous dit, bon, la guerre est finie, je ne sais pas, tout est arrêté, vous pouvez revenir, vous pouvez voir votre famille. Vous pourrez remettre du Jodassin à fond alors. Voilà, c'est ça. Eh bien, Duje Dakuyu. À vous aussi, Diakuyu. Diakuyu. Pardon, j'ai mal prononcé. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Nadia. Merci.